Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, merci d'être présent à la conférence de presse de rentrée du Montpellier Handball, avec beaucoup de sujets et de choses à échanger. Évidemment, comme d'habitude, un format classique où je vais vous exposer beaucoup de sujets, mais après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, évidemment. Aujourd'hui, en présence d'Éric Maté, Valentin Porte, qui est notre capitaine, et vous le savez, et Arthur, qui, je le dis tout de suite pour qu'on puisse avancer après, on en reparlera sur le sportif, mais qui sera le vice-capitaine sur cette saison sportive. Je vais commencer, vous le savez, le projet du club est repose sur quatre grands items, économiques, politiques, structurels, pour le sportif. Donc je vais balayer un peu ces items avec des informations importantes, en commençant par l'économique. En termes de budget, aujourd'hui, on est sur un budget constant avec une légère augmentation. Malgré tout, on peut parler de constant parce qu'on n'a pas explosé les plafonds, mais on se maintient là où on était, sur un budget de 9 100 000. Vous avez sur le Media Guide de la LNH l'ensemble des décompositions des budgets. Voilà, sur consolider des deux structures SAS et associations, 9 100 000 avec nos partenaires aujourd'hui. Alors, j'ai pas le chiffre puisqu'il y a encore des reconductions, mais on est sur les mêmes bases que d'habitude et on espère qu'on sera toujours entre 85 et 90% de taux de reconduction. Certains partenaires qui arrivent, d'autres qui repartent, mais on est sur un budget partenariat privé avec une légère évolution et une vraie aussi implication encore plus forte de nos actionnaires qui à la fois investissent encore plus sur le club, à la fois aussi amènent des nouveaux partenaires qui arrivent. Donc la dynamique est toujours positive à ce niveau-là. La transition avec le volet politique, elle est aussi économique, c'est par rapport au soutien des collectivités. Je voudrais mettre en avant le soutien des collectivités qui est toujours présent, malgré le contexte que l'on connaît. Michael Delafosse et la métropole de Montpellier, au travers de Christian Assaf, continuent à soutenir à la même hauteur le Montpellier Handball. La région Occitanie et la présidente Caro Delga a décidé aussi de maintenir ces subventions sur l'ensemble des clubs et de voir une baisse de 2 à 4%. Donc on est vraiment sur un soutien qui est toujours présent. Et aussi, je voudrais le mettre en avant, le président Kléber Mesquida pour le département a de grandes difficultés, on le sait, au niveau de ses budgets. Malgré tout, on a une baisse sur les prestations de services, mais ça, c'est des choses, on va chercher des entreprises qu'on peut revendre, c'est des places, c'est de la visibilité. Malgré tout, la subvention aujourd'hui, qui est celle du département, a subi une légère baisse, mais est toujours présente. Voilà. Donc je voudrais profiter de cette conférence de presse pour les remercier et dire que aussi, au travers de ces actes, le Montpellier Handball, on le sent, est important pour nos pouvoirs politiques. Au niveau politique encore, qui est aussi un peu économique, annoncer qu'on est sur la fin du naming. On a lancé l'appel d'offres et FDI est candidat à la prolongation du naming du FDI Stadium, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Maintenir le lien avec un actionnaire et une entreprise forte de Montpellier, de la métropole et de la région même, puisque c'est une entreprise qui rayonne en dehors aussi de notre métropole, et surtout garder une continuité, une lisibilité aussi vers l'extérieur, vers nos supporters, vers ceux qui viennent de loin. C'est plutôt aussi une bonne chose positive pour nous. Voilà. Au niveau structurel, on parle souvent du nouveau stade, nouveau palais des sports, vous l'appellerez comme vous voulez. Il est toujours dans les cartons. J'en veux pour preuve que la semaine prochaine, on a un rendez-vous avec Altemed, qui est la branche urbanisme de la métropole de Montpellier, qui détient tous les terrains, etc. sur Montpellier, qui appartient à la métropole.
pour envisager différentes solutions sur le FDI, ailleurs. Enfin, je n'ai pas plus à vous dire aujourd'hui puisqu'on a le rendez-vous la semaine prochaine. Mais même si ce sont des sujets qui patinent politiquement, et vous le voyez dans la presse, c'est vous qui l'écrivez souvent, vous êtes au courant, moi je peux vous dire que malgré tout, ce n'est pas un sujet qui est mis dans des cartons et au fond du placard et dont on ne discute pas. De là à vous dire que ça avance, je pourrais vous le dire que la semaine prochaine, mais en tout cas, les discussions sont toujours présentes. Et les équipes du Montpellier Handball et celles d'Altemed, donc de la métropole, échangent sur ce sujet pour qu'on puisse avancer. Malgré tout, on ne pourra pas imaginer quoi que ce soit qui sorte de terre et qui soit utilisable avant 2029-2030. Soyons conscients. Et c'est pour ça, et c'est en ce sens que on essaye de trouver une solution intermédiaire, le temps d'eux, en discussion avec la métropole de Montpellier, quelques discussions avec la région aussi Occitanie, on va voir s'ils nous soutiennent dans cette démarche-là, afin d'utiliser un peu plus souvent la Sud de France Arena et accroître notre budget. Et c'est pour ça que cette année, on va avoir une petite nouveauté qu'on va appeler l'Arena Show. 3 Arena Show pendant l'année. Une première Arena Show en octobre, 2 matchs d'affilée, Nantes. Ouais. C'est Kiel d'abord. Bon. Kiel et Nantes. Voilà, c'est les 2 matchs qui seront d'affilée et qui seront joués à la Sud de France Arena. En mars, il y aura le Paris Saint-Germain et aussi le match de Coupe d'Europe autour, on ne sait pas encore lequel, ça dépend de la qualification et de la programmation, qui seront joués à la Sud de France Arena. Donc encore 2 matchs d'affilée et enfin encore 2 matchs d'affilée à la fin de la saison. Et donc pour finir en beauté, on va jouer une semaine occitane à la Sud de France Arena, puisqu'on va enchaîner le match de Toulouse, suivi du dernier match de la saison, face à Nîmes, à la Sud de France Arena. 2 objectifs. Être champion d'Occitanie, ça c'est classique. Mais aussi et surtout le deuxième, c'est essayer d'aller jouer quelque chose face à 9000 spectateurs à la Sud de France Arena jusqu'à la fin du championnat. Ça pourrait être une belle histoire. Pourquoi l'Arena Show? Parce qu'on va évidemment essayer de faire en sorte que ce soit une fête, que ce soit qu'on ait vraiment du spectacle autour de nos matchs. Et donc je peux vous annoncer d'ores et déjà que sur le premier Arena Show, on va avoir un beau match de Nantes, mais juste avant on aura un beau match de Kiel sur lequel on aura un artiste qui va venir faire le show à la fin du match, si on joue à 18h45, qui sera Kenji Girac. Voilà. Donc c'est plutôt sympa de mêler un petit peu le sportif et l'univers aussi culturel, d'avoir une salle comble qui vienne pour le handball, mais aussi pour venir voir un artiste. Voilà, on a vraiment, on essaye d'innover pour faire en sorte que ces Arena Show prennent de l'ampleur et que ça profite, que ça nous fasse remplir les salles, qu'on soit vraiment sur des stades de 9000 personnes, et aussi que derrière ça puisse profiter à l'image du Montpellier Handball. Voilà pour la partie structurelle. Je vais quand même aussi continuer sur nos autres structures. Et ça me permettra de faire le lien après avec le sportif. Mais d'abord, le MHB Event. MHB Event est une société aujourd'hui qui est pérenne, qui fonctionne, qui est équilibrée. Elle ne nous permet pas encore de gagner beaucoup d'argent, mais maintenant qu'on a une structure qui tourne, on va travailler à sa rentabilité pour que demain ça puisse remonter un peu de budget. Aujourd'hui, c'est un budget autour de 200 000 euros, il me semble, MHB Event. Non, 400 000, excusez-moi. 400 000 euros à l'année. Voilà, et donc du coup, c'est plutôt bien parti. Je pense que l'idée qu'on avait mis en place à l'époque avec Patrice Canaillé et du coup avec Christophe Puech, et qui aujourd'hui est menée par Christophe Puech, l'idée de lancer une structure qui permettrait de remonter des fonds sur l'équipe professionnelle, j'espère que dès la saison prochaine, on pourra faire en sorte que ce soit possible et que ce soit réel. Dans nos autres structures, donc le fonds de dotation qui cette année a fait un beau gala, très beau gala, avec Jean-Pierre Papin, et je ne pourrais pas vous dire quel sera le gala de la saison prochaine, mais toujours
de nombreuses actions, toujours un beau gala qui viendra sur la deuxième partie de saison. Donc notre président Philippe Rivière qui continuera à être investi et à faire un certain nombre de choses autour du Montpellier Handball. Grâce à eux, on a gagné une deuxième fois d'affilée le trophée RSE de la Ligue nationale du handball. Et on candidatera sûrement pour en avoir un troisième d'affilée, on verra si on continuera les trophées à ce niveau-là. Quand je dis que ça va me permettre la transition avec le sportif, c'est que dans les autres structures, on a l'association, présidée par Vincent Hugonnet, qui, elle, est toujours la plus grande association de France dans le deuxième sport avec le plus de licenciés, plus de 950 licenciés, et surtout champion de N1 l'an dernier, donc toujours au plus haut niveau, à la plus haut niveau de performance, au plus haut niveau que puisse être notre National 1, ce qui me pose question malgré tout sur le niveau du handball français hors Ligue nationale de handball. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, on continue à former au mieux nos jeunes et ils continuent à être performants et en plus ils sont champions. Ça c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je félicite aussi Jérôme Diaz et son staff pour le travail qu'ils font à ce niveau-là et l'ensemble des entraîneurs, des coachs et des bénévoles de l'académie et de l'association. Et les filles aussi, c'est important d'en parler. Présidé également par Vincent Hugonnet, on est sur une structure qui est en développement. Je sais que Vincent en parlerait mieux que moi, mais avec une vraie ambition, une ambition de figurer parmi les meilleures équipes de N1 et envisager une montée sous 2 ans, peut-être la saison prochaine. En tout cas, voilà, de vraies ambitions sur la N1 féminine, à jouer la montée jusqu'au bout et essayer peut-être d'être en D2 la saison prochaine. Voilà. J'en viens à nos professionnels, à nos joueurs, notre staff. Cette saison, elle est particulière sur différents niveaux, mais surtout elle fait suite à une très très belle saison l'an dernier. Une très belle saison l'an dernier, avec une 3e place en championnat, avec, et surtout le fait d'être dans la course au titre jusqu'à à peu près avril-mai, avec un très beau Final Four joué à Hambourg, et un beau titre de vice-champion d'Europe sur l'EHF, l'European Handball League, et surtout un titre de vainqueur de la Coupe de France, premier titre depuis la Ligue des Champions 2018, premier titre pour un groupe qui s'est beaucoup investi ces dernières années, premier titre d'Éric Maté sur sa première saison avec son staff, premier titre pour moi aussi en tant que président. Voilà, c'était une immense joie, une immense délivrance, et surtout le démarrage de cette nouvelle période. Une nouvelle période dans laquelle la Ligue nationale de handball hier disait qu'on avait 6 recrues, en fait on en a 7 pour moi, et avec aussi des jeunes qui arrivent au club. Pourquoi je dis 7? Parce que pour moi Benjamin Richert était prévu pour cette saison. Grâce et avec lui, on a gagné la Coupe de France l'an dernier, donc la réalité c'est qu'il était déjà là en fin de saison. Mais malgré tout, ça reste un joueur qui vient d'intégrer l'effectif et un joueur aujourd'hui qui apprend à connaître le Montpellier Handball, son environnement et notre ville. Donc c'est un joueur qui fait partie pour moi de ces nombreuses recrues qui, et je l'ai dit aux joueurs, amènent une expérience énorme au Montpellier Handball. C'est peut-être la première fois depuis plus de 10 ans, c'est même sûr, première fois depuis plus de 10 ans, et je vous laisserai imaginer depuis quand, parce que c'était avant les paris sportifs, qu'on a plus d'expérience sur une nouvelle saison que la saison précédente. On a 7 nouveaux joueurs qui arrivent, qui à eux, 7, cumulent plus de 50 titres gagnés. On a Zvonimir Serna qui arrive avec une belle expérience à Zagreb, notamment, qui est quand même vice-champion du monde avec son équipe de Croatie.
On a Rogério Moraes qui arrive, pivot international brésilien, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc c'est quand même très important pour nous. On a David Balaguer qui a joué à Barcelone, à Nantes, à Paris et maintenant à Montpellier, que des grands clubs, 15 titres à lui tout seul. On a Agustín Casado qui arrive de Veszprém, médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques, en étant titulaire de l'équipe d'Espagne. On a Jacques Turin, quand on le recrute l'an dernier, pendant les phases de poule de la Ligue des Champions, il est meilleur buteur de son équipe, Aalborg, à ce moment-là, en Ligue des Champions. Il a été aussi en finale de la Ligue des Champions en 2024, donc encore une grosse expérience. Même Benjamin Richet, dont je parlais tout à l'heure, qui a eu des titres avec Eric, et donc avec Chambéry. Et même Léo Plantin, qui arrive en tant que jeune joueur, mais c'est un jeune joueur qui arrive du PSG avec lequel il a gagné des titres. Et même dans nos jeunes joueurs, tout à l'heure je le disais, qui ont signé professionnel, Matteo Caille et Lucas Guigon, ce sont des joueurs qui sont champions de N1, donc champions de 3e division en France. Voilà. Donc une vraie expérience qui se ressent, qui se ressentit sur la préparation. Et je parle du nombre de titres, mais je parle aussi d'état d'esprit, parce que quand ils sont recrutés, ils ne sont pas recrutés sur cet aspect-là, ils sont recrutés aussi surtout parce que ce sont de grands joueurs, mais aussi surtout parce que ce sont des joueurs qui sont en phase avec les valeurs du Montpellier Handball. Et vous apprendrez à les découvrir, mais quand vous discutez avec Agustín, quand vous discutez avec Rogério, quand vous discutez avec Jacques, quand vous discutez avec Benjamin, ce sont tous des joueurs qui auraient pu sortir de la MHB Academy. Ce sont tous des joueurs qui ont l'état d'esprit, la volonté de gagner avec le Montpellier Handball et de se battre sur le terrain tel qu'on sait le faire. Un effectif de qualité pour lequel il faut du temps, malgré tout. Il faut du temps pour créer des affinités, le coach en parlera, pour que techniquement ce soit de plus en plus juste. Malgré tout, comme je l'ai dit, l'expérience fait que, on en parlait hier avec le capitaine, beaucoup de communication entre eux, beaucoup d'entente et d'échanges, et finalement déjà de belles performances, puisque ce week-end, même si c'est un match amical, peu importe, c'est notre première victoire sur Nantes depuis 2019. Donc c'est une fin de prépa sur laquelle on est invaincu, en ayant joué de belles équipes. Donc c'est un collectif qui, pour moi, peut nourrir de grandes ambitions, et il en faut, parce que on a été 3e du championnat pour la 2e année d'affilée. C'est la première fois que ça arrive. Et on a parlé avec les joueurs, l'objectif principal, c'est qu'il n'y ait pas de 3e fois. L'objectif principal, c'est que l'on joue les premiers rôles, que l'on joue le titre jusqu'au bout. Et qu'on aille chercher cette place en Ligue des Champions. On prendra les matchs les uns après les autres. On verra à la fin de saison si on se prend à rêver de titre de champion de France. Malgré tout, il faut qu'on soit dans la course au titre jusqu'au bout. Ça, c'est pour le championnat et c'est l'objectif principal, et surtout pas de 3e place d'affilée. Enfin, une 3e fois d'affilée. Le deuxième objectif, il est sur la Coupe d'Europe. On est vice-champion d'Europe sur cette compétition. C'est notre rang, c'est notre statut. On a des belles équipes. Le chemin sera différent puisque on va jouer contre Kiel dès le début. On aura un plateau relevé dès la phase de groupe. Peu importe, on est vice-champion d'Europe dans cette compétition. On a un statut. Et donc, du coup, on doit l'assumer. Et on doit au minima retourner, je crois que c'est à Hambourg encore cette année. Donc à Hambourg, au Final Four de cette compétition. Et en Coupe de France, on est vainqueur. Donc encore une fois, on a un statut. Encore une fois, on est ceux qui avons ce trophée chez nous. Et donc on doit avoir l'ambition de le garder chez nous. Mais pour une fois, ce n'est pas la compétition la plus courte pour gagner un trophée, la Coupe de France. Pour une fois, la compétition la plus courte, on la joue dès ce week-end. Dès ce week-end, dès samedi, face au Paris Saint-Germain, à Poitiers au Futuroscope, le trophée des champions. Et donc là, je sais que je n'ai pas donné d'objectif aux joueurs, mais je sais qu'ils ont à cœur de ponctuer cette prépa de la meilleure des manières, de démarrer l'aventure ensemble
sur une compétition officielle de la meilleure des manières. Et là, je laisserai que ce soit Valentin ou Arthur s'exprimer sur ces sujets, voire même le coach, puisque c'est imminent, c'est en fin de semaine. En tout cas, on s'est préparé pour être compétitif et pour aller jouer notre chance face au Paris Saint-Germain. Je le disais tout à l'heure, on a un groupe qui s'est reformé malgré tout. On parle beaucoup d'arrivées, hein, mais il y a quand même beaucoup de personnes de joueurs qui étaient présents l'an dernier, qui sont toujours là. Un vrai socle dont le capitaine qui est là. Et puis un choix a été fait puisque jusqu'à maintenant le vice-capitaine était Yanis, et Yanis étant parti, et ben aujourd'hui un choix a été fait par le coach. C'est Arthur. Donc on passe d'un laine à l'autre, si on peut le dire comme ça. Et ça n'est pas par rapport à son nom, mais surtout par rapport au statut qui est grandissant pour lui chez nous, par rapport à la place qu'il a dans le vestiaire. Bon, je laisserai le coach et les joueurs en parler mieux que moi, puisque c'est eux qui sont au quotidien ensemble. Mais quand je parle de la place qui est celle d'Arthur dans le club, et ben aujourd'hui, je suis heureux et fier de vous annoncer que la place d'Arthur au club s'étend jusqu'en 2029. Voilà. Donc on a une très belle annonce. On fera des photos si vous voulez après devant comme il faut aujourd'hui, mais c'est la belle nouvelle aussi de cette rentrée. C'est que Arthur, qui pour moi est devenu un pilier de l'équipe. On a mangé ensemble en début d'été parce qu'on a parlé à la fois de ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant et on a parlé de l'idée qu'on avait du Montpellier Handball de demain. Et évidemment, échanger avec le coach avec une vraie volonté de conserver Arthur dans notre effectif sportivement, mais dans la philosophie. Arthur est un joueur qui est passé par la MHB Academy. Arthur est un joueur qui se développe chez nous au club, qui a eu toujours des performances prématurées, on en a parlé, parce qu'à chaque fois qu'on le re-signe, il lui reste toujours 2 ans de contrat. Et c'est pas problématique, parce qu'au contraire, ça prouve sa qualité, ça prouve sa volonté d'être au plus haut niveau avec le Montpellier Handball, et surtout de continuer à amener le Montpellier Handball au plus haut niveau, puisque on pourra jouer ensemble sur le terrain et en dehors jusqu'en 2029. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle, et je terminerai là-dessus et donc je laisserai la parole après à je ne sais pas si Eric tu veux enchaîner ou je donne la parole à Arthur. Alors, on va donner la parole à Arthur tout de suite, on va casser un peu les protocoles. D'habitude c'est plutôt le coach et le capitaine, mais comme on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui et que Arthur est avec nous, je le laisse s'exprimer et je vous remercie pour votre attention sur tout ce que j'ai pu vous dire. Excusez-moi. Déjà merci Julien pour ces quelques mots. Honnêtement, pour moi, il ne pouvait pas en être autrement que de prolonger l'aventure au Montpellier Handball, notamment après la saison passée où voilà, j'ai vécu des moments extrêmement forts, des souvenirs que je n'oublierai jamais, auxquels je pense très très souvent, des souvenirs personnels, mais je parle de souvenirs de club, de famille, les déplacements à Bercy, les déplacements à Hambourg avec les supporters, avec le club, que ce soit les actionnaires. C'est des choses que je n'oublierai jamais, la façon dont ont été célébrés les titres. Ce sont des choses, des moments marquants pour ma carrière qui reste toute jeune encore. Et donc voilà, je suis très heureux d'être là pour 4 saisons supplémentaires et c'est une fierté et un honneur d'être d'autant plus vice-capitaine aux côtés de Valentin. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Je veux savoir si tu as été surpris quand on nomme le vice-capitaine, de la confiance que à la fois le coach, le président, tu dois, mais est-ce que tu en avais parlé aussi avec Bien sûr, tout comme vous, d'ailleurs j'ai vu certains visages, j'ai été surpris quand Eric m'en a parlé au début de la préparation, mais tout de suite, voilà, c'était un sentiment de plaisir et j'étais très honoré qu'on m'accorde ce titre, parce qu'on en a parlé, on a une équipe très expérimentée, tant au niveau des arrivées, mais je pense à Rémi, à Diego, à Kylian aussi, qui est là depuis de nombreuses années. On a des joueurs
qui ont du vécu sur des grandes saisons, des grands matchs avec ce club. Donc honnêtement, oui, j'étais surpris, mais voilà, on en a parlé avec Eric et il m'a donné ses raisons. Et mon rôle à moi maintenant est de donner ce que je peux, de donner ce que j'ai toujours donné à ce club et voilà, d'aller chercher d'autres titres avec cette équipe et ce club. Le regard de tes partenaires a un peu changé? Non, les autres me connaissent, savent comment j'agis. Voilà, forcément, cette distinction va me pousser à prendre un peu plus la parole, c'est normal, mais je pense pas que le regard des autres ait changé. Ils m'ont tous félicité, ils étaient tous très heureux pour moi, mais voilà, ma place ne change pas tant que ça finalement dans le vestiaire. Oui, parce que c'est pas une nomination pour pousser, c'est une nomination par rapport à un état d'esprit, par rapport à ce que Arthur représente au club, mais surtout son état d'esprit aussi par rapport au club, ce qu'il donne depuis des années. C'est une conséquence, une consécration plus qu'une nomination pour. Ouais, tu es fier de ton capitaine? Bonjour. Oui, évidemment. On en a discuté ensemble. Évidemment, c'est pas moi qui décide, mais avec Eric, on a eu une discussion par rapport à ce sujet avant le début de la préparation, et on est tombé d'accord assez rapidement. Hein. Tu me coupes si je me trompe, mais on est tombé d'accord assez rapidement. Arthur, voilà, il représente très bien le club, très bien l'avenir du club. C'est un jeune joueur qui a été formé ici. C'est un jeune joueur, et je tiens à le préciser parce que ça fait quelques années que je joue et je vois les jeunes joueurs arriver et je vois les états d'esprit changer. Arthur, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est un jeune joueur avec un état d'esprit, une maturité déjà qu'on retrouve peu chez les jeunes joueurs aujourd'hui, qui a évolué au fil des années, qui avait durant quelques années peut-être ses petits défauts de jeunesse, des choses comme ça, mais qu'il a gommé au fur et à mesure. Et l'année dernière, pour moi, c'est une année référence pour lui, que ce soit dans le jeu, sur le terrain, même dans le vestiaire où il a beaucoup évolué, il a pris beaucoup plus de place, il a montré l'exemple et il a vraiment grandi cette année-là. Et c'est vrai qu'en discutant de ça, on a dit, je pense que c'est un joueur qui mérite cette distinction et de prendre encore plus de poids dans ce club, dans cette équipe, et montrer encore plus l'exemple. Et en plus, c'est un joueur qui va très bien faire la transition entre les plus expérimentés, les plus jeunes, parce qu'il reste encore, même si c'est plus un gamin, mais voilà, c'est le joueur qui représente le mieux cette transition entre la jeune génération et la plus ancienne. Donc moi, je suis très, très heureux pour lui, très fier, et j'espère que ça se passera mieux qu'avec son frère. Je plaisante, évidemment. Mais je ne vais pas le rater. Votre mot, Eric, sur cette nomination et ce qui a motiver ça. conduit à... Ouais, pas grand chose de plus que ce qu'a dit Valentin. Effectivement, j'avais pris soin comme je le fais à l'habitude, de questionner les cadres de l'équipe pour avancer le choix que j'avais en tête. Tous ont validé très, très spontanément et ça sonnait comme une évidence, c'est-à-dire que j'ai besoin, moi, pour avoir un capitaine et un vice-capitaine, que ça soit aussi pas le même courant de leadership et comme l'a dit Valentin, Arthur représente aussi un peu l'intermédiaire entre la jeune génération et les anciens, et puis c'est aussi un axe fort de notre défense, et comme c'est important au MHB, c'est aussi valoriser ce côté-là. Depuis un an, on discute aussi avec Arthur sur sa prise de leadership au sein de l'équipe, et s'il fallait légitimer ça, le rôle de vice-capitaine est là pour ça aussi également, et donc ça lui permet de prendre la place qu'il mérite et dont on a besoin dans ce groupe pour continuer à être une place forte de la défense dans ce championnat de France. Juste une précision malgré tout, qui est importante, je pense, c'est que ça n'a jamais eu de lien avec sa prolongation. D'ailleurs, sa prolongation, on l'a
on l'a validé et on l'a fini d'en discuter et on l'a signé bien après qu'il y ait cette annonce et le choix du coach pour que Arthur soit vice-capitaine. Donc c'est deux choses qui n'étaient pas, il n'y a pas de condition à ça, malgré tout. C'est quand même une très bonne nouvelle pour nous que Arthur continue à porter les couleurs du club jusqu'à 2029 et avec ce statut, voilà, ça donne toute sa cohérence. Est-ce que vous avez des questions sur l'effectif, sur les autres arrivées, sur la saison, sur Kenji Girac, je peux y répondre aussi, sur l'Arena Show, sur des choses comme ça, je ne sais pas si... Moi peut-être une question par rapport à la salle. Oui. Vous disiez que vous aviez quand même des discussions avec la métropole. Tout à fait. Elle porte sur quoi? Sur la construction de nouveaux équipements ou l'aménagement de cette bah justement, en fait, sur imaginer toutes les possibilités. Voilà. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous sur place ici avec l'Altemed. Est-ce que le FDI Stadium peut être agrandi? Est-ce que c'est faisable? C'est une question sur laquelle il faut qu'ils répondent. Est-ce qu'il faut vraiment envisager de partir et où? C'est une question aussi à répondre. Voilà, malheureusement, on n'est pas encore figé sur ça, parce que c'est quand même ça qui lance le projet, et qui fait que tant qu'on n'est pas figé là-dessus, on repousse. Mais c'est justement étudier toutes les éventualités qui est l'objet de notre réunion de la semaine prochaine. Mais le FDI Stadium est une option. L'agrandissement du FDI Stadium, la réhabilitation du FDI Stadium est une option envisagée. Après, le calendrier politique n'est peut-être pas le plus favorable. Je sais pas. Je sais pas parce que, et c'est même peut-être aussi grâce à vous, je sais pas. Mais ça devient un sujet politique important. Est-ce que c'est pas le moment aussi de mettre un point d'accélération? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les infrastructures sportives n'étaient pas au programme des législatives de 2020, c'est ça, je crois. Et peut-être qu'elles le seront sur celles de 2026, j'espère, parce qu'il n'y a pas que nous dans les sujets. Je sais pas si, je pense que vous êtes au courant, plus que moi. Mais j'espère du coup que ce sera au cœur des priorités des candidats. Et si Michael Delafosse met un coup d'accélérateur, même avant justement que ce soit un sujet politique et un sujet de débat pour les prochaines législatives, tant mieux, encore mieux. Donc bon. Après, le risque qu'il y aurait, c'est celui qu'on a vécu en 2020 avec un projet quelque part, et une élection avec une nouvelle tête, et du coup un projet changé et donc du coup qui patine. C'est un risque, hein. Malgré tout, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien, donc il n'y a pas des discussions. Donc, j'espère que soit ça fait accélérer les choses avant les élections, soit ça devient un vrai sujet pendant les élections, et donc du coup, une promesse à tenir pour le prochain mandat. D'autres questions? Écoutez, Non, mais sur l'état des troupes en fin de prépa. Voilà. Ouais. Mais quel est l'état des troupes là, avant ce premier match officiel? C'est-à-dire au niveau de leur santé, au niveau de... Ouais, au niveau de... pour l'instant, Lucas Pellas est toujours en marge du groupe suite à sa blessure de l'an dernier. Et Brian Monté s'est blessé à l'Eurotournoi, à l'Europa Cup, dimanche. On attend un nouvel examen la semaine prochaine parce qu'il y avait trop de sang pour être précis sur la durée de l'arrêt. Donc on attend la semaine prochaine pour en savoir un peu plus, mais il va être absent à minimum un mois d'ores et déjà. Et voilà, sinon tout le monde était là à l'entraînement aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. On a fait plutôt une bonne préparation avec
quelques matchs qui étaient un peu moins aboutis. Et comme l'a précisé le président, c'est aussi un process assez logique sur la constitution d'un nouveau groupe. Mais on avance étape par étape et je trouve qu'on est plutôt dans les clous de notre progression du groupe, pas simplement au niveau du vivre ensemble, mais également dans les points tactiques qu'on avait à voir. Une question pour Eric et Valentin, les objectifs que vous avez fixés, faire mieux qu'une 3e place en championnat, un Final Four en Coupe d'Europe et regagner la Coupe de France, ça vous semble logique et atteignable, surtout comme objectif? Logique et atteignable, en tous les cas, c'est une envie de vouloir figurer au plus haut dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. On l'a été pendant très longtemps l'an dernier. Je crois que tous les ans, même si effectivement il n'y a pas eu de titre depuis le 2018, malgré tout, le club était placé à chaque fois pour gagner des titres. Donc ça reste l'ambition forte du club d'être tout le temps au plus haut niveau de chacune des compétitions. Après, on sait que la concurrence est fortement présente pour pouvoir ensuite décrocher des titres. Mais oui, on a une envie, un appétit fort suite à l'année qu'on vient de vivre pour gagner au moins un titre dans cette saison. Et la bascule, elle peut se jouer sur quoi, du coup, pour passer cette marche là par rapport à la saison dernière? La bascule, il n'y a pas vraiment de bascule, c'est une lutte qui est intense jusqu'au bout et il y a plein de facteurs qui font, c'est pas, si on avait la clé, la recette, on l'aurait déjà appliquée depuis un moment. Donc c'est souvent une question qu'on me pose, mais il n'y a pas de réponse précise à avoir le dessus. Je pense qu'on fait ce qu'il faut pour y arriver. Et quand on arrive dans les derniers instants, on avait peut-être noté les fois précédentes, en tout cas mon prédécesseur disait qu'il y avait peut-être un problème mental pour gagner ces titres-là. On a prouvé que si ce n'était réglé, qu'en tous les cas, on a réussi mentalement à gagner un titre et contre Paris qui plus est. Donc ça a aussi peut-être fait du bien à tout le monde de se prouver qu'on était capable de. Pour Valentin, là, le match sur le Trophée des Champions, commencer contre Paris, c'est un bon maître étalon pour commencer la saison, pour se jauger et rentrer tout de suite dans le grand bain. Oui, complètement. Déjà, celui de Nantes, même si c'est de la préparation, c'est une équipe qui a très peu évolué, en tout cas qui s'est même renforcée, et donc une grosse écurie européenne et du championnat de France. Donc c'était déjà un beau test pour nous, et remporter le match, ça nous a fait beaucoup de bien à la confiance. Là, c'est Paris maintenant. Oui, moi je rejoins un petit peu tout ce qui s'est dit. On a une nouvelle équipe, nous travaillons depuis un moment, depuis le 17 juillet maintenant, pour essayer d'accélérer les choses pour que la mayonnaise prenne le plus vite possible. Mais un nouveau groupe, voilà, dans le sport, ça ne se fait pas comme ça, dans les entreprises c'est pareil. Donc à nous de travailler pour être le plus près possible. Est-ce qu'on sera prêt à 100% de nos capacités? Mais non, ça c'est pas possible. Maintenant, ça on en a conscience. Paris ne sera pas prêt non plus et pas à 100% de ses capacités parce qu'ils ont pas mal renouvelé aussi. Mais on va y aller avec nos forces du moment, avec le plein de confiance accumulé sur ce dernier tournoi et avec, j'espère, le même état d'esprit que sur le dernier match. Et après, voilà, c'est le chemin le plus court pour gagner un titre, c'est 60 minutes. On l'a fait. On a su mettre à mal Paris sur 60 minutes l'an dernier, un peu plus de 60 minutes sur la finale de Coupe de France. Donc je pense que dans les têtes, on sait très bien qu'on est capable de le faire. Donc maintenant, ça va être ce qu'on va montrer sur le terrain avec nos forces du moment. Le trophée de champion, c'est pas forcément la compète incroyable. Si vous deviez vendre aux supporters, aux fans de handball, ce match et cette confrontation contre Paris, qu'est-ce que vous leur diriez? Normalement, pour voir des titres, il faut attendre la fin de la saison. Donc là, il y a la possibilité d'en voir un en début de saison, ce qui est pas fréquent.
et ça récompense aussi le bon parcours pardon, des deux équipes sur l'année précédente. Donc, a priori, les deux équipes qui ont le plus brillé sur l'année précédente. Donc, c'est forcément une opposition de prestige. Et certes, ça décidera pas si la saison sera bonne ou si elle sera mauvaise, quoi qu'il en soit à l'issue de ce match-là. Mais ça reste malgré tout un titre à jouer, avec la particularité que normalement on se bat toute une saison pour arriver à ces échéances-là, et là ça arrive avant même que le championnat ne commence. Une dernière question. On a vu que bon, il y a eu une préparation qui a été intense, un effectif expérimenté avec des postes doublés à tout. Est-ce que dans la tête du coach, il y a déjà 7 majeurs qui sont... Je ne veux pas les noms, hein, mais juste savoir s'il y a une équipe type ou il y a des équipes types. Oui, on a essayé plusieurs choses sur la préparation. On a eu des bons signaux sur pas mal de matchs. Après, on recompose aussi avec la blessure de Brian par exemple, mais également en fonction de ce qui se passe sur l'adversité. Alors après, cette majeure, j'aime pas trop moi personnellement cette dimension-là, parce que on l'a prouvé l'an dernier, on a gagné avec l'ensemble de l'effectif, et un 7 majeur sous-entendrait aussi peut-être des différences fortes de niveau entre les uns et les autres. Et là, je trouve que la force qui se dégage depuis le début de la prépa, c'est qu'il y a, au-delà de l'homogénéité, de la complémentarité, surtout sur certains postes. Et donc ça, c'est une force dont on doit se servir. Donc avoir un 7 majeur alors que les joueurs sont complémentaires à leur poste, c'est un peu antinomique. Bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, on va passer aux entretiens face à face pour ceux qui en ont. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre écoute, de votre participation. Et je nous souhaite une belle saison à tous.